Bonsoir à tous, je suis Andrew Williams pour vous présenter les nouvelles du jour. Comme vous le savez, le 30 juin aura lieu l'élection du 66e gouverneur de l'État du Tennessee. Le Radical Party a lancé les festivités en organisant le premier meeting de campagne. C'est aujourd'hui au tour du Parti des démocrates, auquel Hans Durand a été investi par le parti, de présenter les grandes lignes de son projet au peuple de Tencent. Des militants du Parti républicain ont tenté de camoufler le discours avec leur voix, sans grand succès ni argument. Je vous laisse découvrir les images de ce meeting. À des principales missions, des principaux objectifs, notamment de discuter de la politique démocrate et de la politique dans notre prochain État, mais aussi de discuter qui nous sommes, enfin, qui je suis surtout, et qui sont les gens qui m'entourent, et qui sont ces personnes qui nous entourent finalement. Donc, bon, évidemment, mes chers amis avec un E aussi, chères femmes, qui sont présentes au meeting, et notamment par la voix du direct, par les journalistes présents de cette scène. Alors, je me tiens aujourd'hui devant vous, pas comme un politicien. Certaines personnes diraient que je suis un politicien. J'en suis pas un. Moi, je suis avant tout un activiste. Vous savez, j'ai vécu ma vie dans des États du Sud qui sont profondément républicains, tout sauf démocrates finalement, et des États qui ont toujours eu du mal avec les avancées civiques, les avancées sociales, mais aussi les avancées des volontés humaines finalement. Je dirais même une volonté humaniste. Personne n'a du mal avec ça parce que ils sont plus profonds et sont plus ancrés au conservatisme républicain de nos États du Sud, et c'est là où je me distingue des autres, c'est que je suis avant tout un activiste, pas un politicien. Je ne suis pas un politicien. Non, je présente du coup Monsieur Durand, candidat pour devenir le prochain gouverneur de l'État. Je suis avocat, je suis père de famille, j'ai une fille unique, je suis catholique, issu aussi d'origine mexicaine. Pour certains d'entre vous, je sais que, enfin pas certains d'entre vous, mais je sais que certaines personnes ont un petit peu du mal avec les personnes mexicaines parce que elles s'intègrent elles s'intègrent à la société américaine, et des personnes peuvent se dire bon, est-ce qu'il est réellement américain, est-ce qu'il ne l'est pas? Alors oui, je suis totalement américain. Je suis plus qu'américain, j'aime mon pays, j'ai toujours aimé mon pays, je me battrai toujours pour mon pays. Sachez que oui, je suis américain, mais oui, je possède des origines mexicaines, et c'est toujours important de parler des origines. Mais Quoi? pourquoi, vous allez me dire? Quoi? Parce que les origines, c'est avant tout ce qui unit notre patrie, qui unit notre pays. Pourquoi? Lui un Parce que Mexicain. Oh, lui un finalement, nous sommes issus des origines, issus des minorités. Tout le monde est issu de minorités, tout le monde est issu d'autres pays. Tout le monde est issu, par exemple, d'origine allemande, tout le monde est issu d'origine anglaise, comme je vois, Monsieur Nixon, tout là-bas. Tout le monde est aussi d'origine norvégienne, d'origine mexicaine, d'origine canadienne. Les États-Unis, c'est ça. C'est d'origine de culture, une origine de volonté, une origine d'humanisme. Donc, bien évidemment, mon père m'a appris la valeur de l'honnêteté, évidemment. Et ma mère m'a appris la force de la foi. Elle est catholique. Pour certains qui ne le savent pas, je suis catholique, et je vais tous les dimanches à la messe aussi par la même occasion. C'est ma mère qui m'a appris ça depuis ma tendre enfance. Et bon, nous ne vivions pas grand-chose, hein, on vivait de l'essentiel. On vivait de l'essentiel, c'est de la religion, de la dignité, de l'espoir, de vouloir vivre, de vouloir voir le rêve américain finalement. Et on a réussi. Je parle beaucoup de ma foi parce qu'elle a toujours servi à quelque chose. Elle a servi à nous apprendre ce qu'on était. Elle nous a appris à savoir, à aimer nos prochains et à aimer les autres et à aider les autres, parce qu'on ne l'aide pas assez les autres. Je trouve qu'on est dans un état où nous pensons trop à soi. On ne pense pas assez aux autres, où on devrait penser aux autres. Parce que les autres sont aussi importants que nous le sommes finalement. Nous sommes aussi importants que... moi, je suis aussi important que, je ne sais pas, Monsieur Péalès qui est en face de moi, qui est en train de regarder le meeting. Je suis aussi important que le journaliste qui est tout là-bas au fond en train de filmer ce meeting. Je suis important que tout le monde, autant que tout le monde l'est. Là où je veux en venir, c'est que c'est important. La foi nous l'a appris tout cela, d'aimer son prochain, mais aussi d'aimer ceux qui nous aident et de toujours demander de l'aide, parce que ça aussi, c'est très important. Donc oui, comme vous le savez, je suis le candidat pour être le futur gouverneur de l'État, le gouverneur démocrate, parce que je pense que notre État a avant tout besoin d'un chef. Vous savez, certains opposants politiques qui se présentent pour d'autres partis politiques, on se pose réellement des questions s'ils ont vraiment l'étoffe d'un chef. Ils ont peut-être des idées politiques farfelues, tant bien que mal, mais est-ce qu'ils ont forcément le leadership nécessaire pour gouverner un État? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils ont la voix qui porte? Est-ce qu'ils sont présents sur le terrain? Est-ce qu'ils sont là pour discuter avec vous? Est-ce qu'ils sont là pour discuter avec le gouvernement? Est-ce qu'ils ont participé à la vie politique? Parce que la vie politique, c'est ce qui vous donne le leadership, c'est ce qui vous apprend à commander, c'est ce qui vous apprend aussi à aider les gens, et c'est ce qui vous apprend aussi à bien évidemment gérer un État, parce que c'est ça aussi qui est très important. Ce leadership-là, tous mes opposants politiques ne l'ont pas. Certains l'ont, d'autres pas. Je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas ceux qui l'ont et je ne citerai pas ceux qui ne l'ont pas. Mais sachez que c'est là la force politique de notre État, c'est d'avoir un excellent leadership. Beaucoup de démocrates sont là. Ce qui est important, c'est le leadership. Oui, c'est important. Parce que certains ne l'ont pas, et je vise directement le président de notre pays, Monsieur Trump, qui est une menace pour notre État, une menace pour notre pays, qui met des tarifs douaniers qui détruisent notre État, qui détruisent les petits commerçants, qui détruisent les moyens de commerçant, qui détruisent les commerçants comme le gun shop là-bas de Monsieur Nixon, qui détruisent tout sur leur passage, et notamment les grandes entreprises de notre État. Monsieur Trump est une menace. Et la seule manière de s'opposer à cette menace, qui est J'ai la menace entendu, de ouais. Monsieur Trump, c'est d'avoir un État démocrate qui se défend et qui défend les priorités des États-Unis d'Amérique. Et quelles sont ces priorités-là?
C'est une priorité du rêve américain. Le rêve américain qui est une absolution et qui doit être une nécessité pour notre État. Évidemment, beaucoup de personnes vont me demander, mais quel est votre travail? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, je suis qu'un simple avocat, j'ai été un conseiller juridique. Je n'ai pas, j'ai vécu de pas grand-chose. Beaucoup de personnes ici doivent me connaître parce que bah, je les ai aidés dans certaines procédures judiciaires, certaines procédures avec la police. Monsieur Nixon, je pense, en témoignera, il est aussi là à ma gauche. J'ai aidé des personnes, voilà, c'est mon travail, je suis avocat, j'ai toujours été voulu aider les personnes et je le ferai toujours. Et je le ferai encore plus si je deviens gouverneur. Mais vous allez me dire, et j'ai parlé beaucoup de moi, mais quel est notre programme, quelle est notre vision, qu'est-ce que nous rêvons et qu'est-ce que nous voulons? Alors bien évidemment, c'est une éducation accessible à tout le monde. Je pense que l'éducation est quelque chose de nécessité, enfin qui est une nécessité, excusez-moi. Notamment lorsqu'on parle d'éducation pour tout le monde. Vous savez, notre État doit être formé. Un État formé, c'est un État fort, c'est un État qui connaît, c'est un État qui sait et c'est un État qui peut se battre. Un État éduqué, c'est aussi un État qui amène l'intelligence, qui amène aussi les personnes qui vont pouvoir développer notre État aussi, qui est important, les diplômés, mais aussi les personnes qui tout simplement souhaitent se cultiver, avoir une culture générale ou même apprendre plus sur notre État. Mais c'est là où je veux en venir. C'est aussi une éducation inclusive, une éducation pour tout le monde, une éducation pour tous ceux qui souhaitent une éducation. Parce que ça aussi, c'est très important. Le système de santé, beaucoup de personnes viennent voir moi. Je vois le Fire Department qui est tout là-bas, qui est pour moi une unité de grandiose, une unité de nécessité aussi. Hein. Je les vois beaucoup, je les remercie. Hein. Je vois aussi Monsieur Carter ici présent. Le NFD doit être aidé, grandement, grandement aidé, parce que ces dernières années, ce que nous avons vu, c'est que le NFD n'était pas présent. Il n'était pas là. Ces 2, 3 dernières années, n'était pas là sous le gouvernement républicain. Les républicains ne faisaient rien pour eux, ils n'étaient même pas là. Ils ne savaient même pas où ce qu'ils étaient. Lorsqu'on parlait de pompiers avec les républicains, ils nous disaient oh, c'est pas grave, ils sont pas là, il y a le HCT. Mais les républicains, maintenant, ils sont là. En 2025, ils sont présents. Ils sont plus présents que la plupart des médecins sur le terrain et la plupart des urgentistes. Parce que nous les avons aidés. Et c'est comme ça que nous aidons notre État. C'est en aidant les services d'urgence comme le HCT, mais aussi comme le NFD, qui a été beaucoup trop mis longtemps de côté par les services des républicains, qui n'ont jamais rien fait pour cette unité publique. Évidemment, je vais parler de l'augmentation du salaire minimum parce que c'est un atout du Parti démocrate. Le Parti démocrate s'est toujours battu pour ça, pour aider le salaire minimum et pour aider les gens qui vivent dans la pauvreté, pour les aider et les accompagner pour devenir membres de la classe moyenne. Pourquoi? Parce que la classe moyenne, c'est ce qui rend notre État fort. Une classe moyenne forte, c'est un État fort, c'est un État du Tennessee fort. Le salaire minimum actuellement est à 9 dollars de l'heure, hein, un peu plus que le salaire minimum de l'État fédéral, et nous allons l'augmenter à plus de 10 dollars, hein, 11 dollars si nous y arrivons, et c'est évidemment notre objectif. Pourquoi? Parce que l'augmentation même de l'économie de notre État, c'est ce qui va permettre de pouvoir financer justement cette augmentation du salaire minimum. J'ai discuté avec beaucoup de personnes. Souvent, il m'a dit, vous savez, nous sommes pauvres, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'être aidés. Oui, je les comprends totalement, on a besoin de les aider. On a besoin de totalement les aider. Quand je me balade en ville, que je me balade à Nashville et que je me balade à Townsend, ce que je vois en priorité, c'est des personnes qui sont sans abri, des personnes qui nous en aident, des personnes qui sont juste dans la rue et qui demandent juste de l'argent pour pouvoir manger. C'est ces personnes-là qui vous aident. Et vous savez pourquoi est-ce que sont menacées ces personnes-là? Parce qu'encore une fois, le président de notre pays, M. Trump, veut couper l'aide aux personnes qui sont sans abri et qui veut couper l'aide aux personnes qui sont tous les jours aidées par le gouvernement fédéral et par l'État. Et M. Trump veut couper cela. Voilà ce que M. Trump veut faire. Encore une fois, il est une menace pour notre État, comme le Parti républicain l'est, et comme tous les autres partis le sont. Évidemment aussi, c'est la protection des droits civiques. Nous sommes des humains. Nos parents se sont battus tous les jours, tous les jours, tous les jours, et se sont acharnés pour que tout le monde ait le droit de vivre librement, comme notre Constitution l'indique. Les personnes homosexuelles, les personnes, bon, évidemment je fais une généralité, les personnes qui sont membres de la communauté LGBT+, les personnes qui sont d'une religion minoritaire, les personnes qui ont des origines. Ces personnes-là vivent et se battent tous les jours, parce que tous les jours elles se font harceler par certaines personnes. Tous les jours ils se battent, ils se lèvent, ils se disent est-ce qu'aujourd'hui je vais encore me faire harceler? Oui, ils vont encore se faire harceler. Mais nous sommes là pour nous battre, pour qu'ils arrêtent de se faire harceler, parce que nous vivons dans un monde de liberté. Nous vivons dans l'état de la liberté, dans le pays de la liberté. Nous vivons dans les pays de l'Ouest, les pays de la liberté et du pays de la démocratie. La protection de cette démocratie est nécessaire. Encore une fois, je vais parler de notre président, mais vous savez ce que M. Trump a fait? M. Trump a supprimé toutes les images contenant une femme militaire de la base de données du département de la sécurité. Vous vous rendez compte ce que c'est? C'est-à-dire qu'aucune femme ne peut représenter l'armée des États-Unis d'Amérique, alors qu'elles se sont intégrées de jour en jour à notre armée et à notre garde nationale et à notre police. C'est une menace officielle pour notre État, c'est une menace officielle pour notre pays. C'est notre combat, le combat de tout le monde, le combat des habitants, le combat des policiers, le combat des pompiers, le combat de tous les citoyens, le combat des électeurs. Par le combat, je vais aussi donner la parole à M. Caldwell, procureur général de notre État,
et ma proposition pour devenir le prochain procureur général à la Cour suprême de l'État du Tennessee, Monsieur Caldwell. Merci beaucoup. Merci à tous, bonjour. Merci Monsieur Durand. Avant de commencer, du coup, par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je tiens à remercier nos chers collaborateurs qui sont là encore aujourd'hui, notamment le DCSO qui encadre la sécurité de cet événement, les services médiatiques, le Nashville Fire Department, et évidemment Monsieur le gouverneur Baker, qui a proposé mon nom à la Cour suprême du fait qu'aujourd'hui j'occupe du coup le poste de procureur général. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Garrett Caldwell, du coup procureur général de l'État du Tennessee. Je suis à la tête des 31 districts judiciaires que notre État, actuellement sur le 20e district, dans le cadre de ce meeting. Ce district est composé de 10 membres du bureau du procureur, à savoir un procureur de comté, des substituts du procureur et quelques assistants juridiques qui nous sont très utiles au quotidien. Pour vous exprimer un petit peu mon parcours également, comme vient de le faire Monsieur Durand, mon parcours professionnel. J'ai été recruté au bureau du procureur en tant qu'assistant, où j'ai appris les bases de notre métier, les bases du fonctionnement du 20e district. Qu'il me semble plus qu'important pour pouvoir travailler au bureau du procureur, c'est de savoir comment est-ce que ça se passe localement. Ensuite, je suis passé substitut du procureur et ensuite j'ai évolué sur des postes à la direction de ce 20e district, à savoir procureur du 20e district adjoint et procureur du 20e district, qui ont fait de moi le procureur que je suis aujourd'hui de par les responsabilités que j'ai occupées. Vous êtes là du coup aujourd'hui pour qu'on puisse aborder le programme de la justice du Parti démocrate. Donc je vais commencer par cela. Tout d'abord, j'ai envie de parler de l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, dans notre État, la peine de mort existe encore et est légalement possible. Sauf que l'on sait qu'aujourd'hui, ôter la vie à quelqu'un qui a commis une erreur, infime soit-elle ou énorme soit-elle, cela n'est pas la solution. La solution est bien sur quelque chose de plus efficace et humain, notamment comme la réclusion à perpétuité, où on va venir renforcer la prévention, la réhabilitation des personnes condamnées et le soutien aux victimes. Il y a actuellement des mesures de prévention qui sont en cours par mon adjoint, Maître Bernstein, qui a à cœur de naviguer dans les différents établissements scolaires pour sensibiliser nos jeunes aux droits américains, dans le but que plus on fait de la prévention tôt, moins on aura de répercussions dans l'année à venir. Donc de ce fait, l'abolition de la peine de mort est plus qu'essentielle aujourd'hui dans notre État. C'est quelque chose de complètement incohérent avec les valeurs humaines que nous pouvons défendre toutes et tous. Également, nous poursuivrons la lutte contre la détention des armes automatiques. Aujourd'hui, grâce au gouverneur Baker et au projet de loi qui lui ont été soumis, nous avons pu endiguer le trafic d'armes automatiques qui était plus que présent sur notre territoire. Aujourd'hui, ces chiffres ont drastiquement baissé, notamment sur les dossiers du DCSO et les dossiers que nous pouvons traiter. Le traitement d'armes automatiques a nettement diminué. Nous avons encore des problématiques de déclaration d'armes sur des armes de poing, mais beaucoup moins de problématiques liées aux armes automatiques. De ce fait, on sait que par leur capacité de tir intensif, ces armes sont une menace qui est complètement disproportionnée pour la sécurité publique. Leur usage hors de leur contexte militaire est un danger pour nos écoles, nos quartiers, nos lieux de vie. Donc on fait le choix, pour des raisons de sécurité, sans remettre évidemment en cause le droit de la légitime défense, qui est un droit fondamental de notre Constitution, de faire la chasse justement à ces armes automatiques. Également sur le plan de la justice, nous procéderons à la protection du droit à l'avortement. Nous croyons fermement que toutes les femmes de notre État doivent pouvoir décider librement de leur corps, et ceci en toute sécurité, en toute dignité et surtout en toute autonomie. C'est un droit qui est fondamental à notre sens et qui sera protégé par la loi d'une manière claire, afin qu'aucune future administration ne puisse revenir sur ce principe fondamental. On renforcera l'éducation à la santé, qui est plus qu'essentielle dans
dans notre État, hein, et il y aura des mesures de prévention également qui seront mises en exergue dans les différents établissements de formation, que ce soit dans les écoles, dans les lycées, dans les universités. Et effectivement, le soutien dans les structures locales pour que toutes les femmes, où qu'elles soient, dans le Tennessee, puissent accéder aux soins dont elles ont besoin. Ça, c'est quelque chose de primordial. Un autre point de notre programme est notamment la question du cannabis. Le cannabis et sa légalisation qui est inscrite dans notre programme. On soutient la légalisation du cannabis à usage strictement médical, évidemment, sous un contrôle qui est rigoureux et une prescription médicale obligatoire avec un suivi obligatoire. On sait qu'il y a des millions de patients, de personnes qui souffrent de maladies chroniques, d'épilepsie, de cancer ou de maladies neurologiques ou neurodégénératives. On sait par le biais de certaines études que le cannabis peut avoir des vertus thérapeutiques. Nous sommes pour cet usage médical et thérapeutique, mais bien uniquement pour cet usage thérapeutique et médical. En aucun cas, il ne s'agit de laxisme. Comme je vous l'ai dit, ça repose sur des preuves qui sont purement scientifiques, réglementées. Il s'agira de prescriptions délivrées par des médecins agréés, comme ceux avec qui nous collaborons au HCT, et avec une distribution qui sera strictement limitée à des établissements certifiés. Il s'agit, je pense, au nom du Parti démocrate et au nom du bureau du procureur, un acte de santé publique et de compassion, et non pas d'une légalisation de produits à but récréatif qui pourrait causer bien plus de soucis. Concernant mon mandat, pour vous reparler du bureau du procureur, j'avais soumis 4 priorités au gouverneur Baker lors de la proposition de mon nom à la Cour suprême, qui était celle de redorer l'image du bureau du procureur, qui a été plus qu'entachée, notamment par des affaires passées ou par mes prédécesseurs, qui ont une gestion particulière et à eux-mêmes de cette instance, de ce bureau. Donc de ce fait, j'ai comme valeur la culture de la justice équitable et pas égalitaire. On sait très bien que nous, acteurs de la justice, membres du bureau du procureur, juges, etc., ce sont des métiers et des positions qui peuvent faire peur aux citoyens. De ce fait, on ne peut pas parler d'égalité, mais bien d'équité, et ça c'est quelque chose que je défends coûte que coûte, parce que c'est à nous de vous adapter à vous. Il faut que ce soit accessible à toutes et à tous et respectueux de nos principes démocratiques. Également, la reconstruction d'une relation de confiance entre le bureau du procureur et le DCSO. Nos liens ont été plus qu'entachés et ont été à la limite de la rupture à plusieurs reprises. De ce fait, le lendemain de ma nomination, j'ai réouvert les services internes au bon fonctionnement du bureau du procureur, notamment le service, la cellule de coopération entre la justice et le DCSO, qui a repris ses fonctions dès le lendemain de mon investiture, avec qui nous nous efforçons de travailler avec le DCSO pour que des liens de collaboration soient réels, soient construits, et que nous puissions reprendre un vrai travail d'unité et d'équipe. Également, ma troisième priorité était la réactivation de ces services internes du bureau du procureur qui sont indispensables à son efficacité, notamment le service de formation, la cellule des relations police-justice, également les coordinations inter-sheriff station qui sont d'ores et déjà rétablies, qui continuent de fonctionner et qui font en sorte de former nos membres du bureau du procureur sur le terrain. Le chez les démocrates a des origines mexicaines. Enfin, il y a eu un essai de notre part qui malheureusement s'est transformé en catastrophe avec 2 blessés lors de la rencontre citoyenne que j'ai organisée samedi dernier, où nous avons subi une attaque armée, et qui fait partie de mes priorités que je m'efforcerai de continuer. C'est la rencontre avec vous, mesdames et messieurs les citoyens, de rétablir un lien fort avec vous, de pouvoir faire entendre votre parole, et à nous de vous écouter, de savoir quelles sont vos propositions pour la justice, car la justice vous concerne et elle est un droit, et vous devez pouvoir avoir votre mot à dire sur cette justice. Et notamment votre prise en compte dans les politiques pénales que nous mettons en œuvre chaque jour. À quand le retour des armes automatiques ? Professionnellement et sur le terrain,
nous nous efforçons de faire entendre votre parole et que nous puissions vous écouter justement sur les propositions que vous avez eues à nous donner. Nous en avons retenu certaines sur la rencontre citoyenne et elles seront d'ores et déjà bientôt mises en place et elles sont en construction au sein de notre institution. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais maintenant redonner la parole à Monsieur Durand et nous restons évidemment disponibles par l'intermédiaire de notre boîte postale pour toute recommandation ou toute information au sein du ministère public. Je vous remercie. Pas de souci. Bien. Alors, bon, pour moi, il était important de présenter un procureur général qui sache travailler. Et qui a évidemment de l'expérience, mais aussi qui ait travaillé dans un bureau du procureur qui est très bien et aussi efficace que Monsieur Turner. Là où je veux en venir, c'est que c'était une nécessité. C'est une nécessité de demander qu'un procureur général soit investi, soit nécessaire, et travaille aussi avec le Parti démocrate si celui-ci gagne les élections. Bien évidemment, c'est une difficulté parce que c'est un combat que nous devons poursuivre, un combat où la justice et les services de police, par exemple, travaillent excellemment bien ensemble. C'est un combat que nous devons poursuivre et c'est un combat que nous poursuivrons. Je laisse maintenant la place et la parole au gouverneur de l'État, monsieur Baker. Ah, merci. Permettez que je mette mes lunettes parce que... Bon, mes amis, je vais pas vous parler du programme démocrate, ni des idées de Monsieur Durand ou de ce qu'il voudrait faire, mais je vais plutôt vous parler du risque, au fond, d'élire des gens comme les radicaux et comme les républicains, comme les libertariens. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est parti. Qu'est-ce que c'est les radicaux? D'abord, pour commencer, eh bien, vous avez la réponse dans le titre de leur parti. Ce sont des personnes qui vivent à travers la radicalité, qui veulent changer le monde dans lequel nous vivons et le rendre radical, qui veulent changer les lois de l'État et les rendre moins protectrices, les rendre davantage plus restrictives aussi. Ce sont des gens qui, au fond d'eux, n'ont que pour seul intérêt de réformer dans la radicalité. C'est-à-dire que c'est tout le contraire du mode de fonctionnement de notre pays. Mais non, ils veulent réformer dans la radicalité. Alors ça passe bien évidemment par l'abrogation de la hausse des salaires, parce que vous savez que tout comme eux, ils sont absolument opposés au fait d'aller chercher de l'argent aux milliardaires. Bon, parce que... Il y a de monde ici. Ce sont des gens qui ont peur. Ils n'ont pas l'audace, ils n'ont pas la carrure d'y aller. Alors moi je leur dis simplement que face à Richard Bellet, quand il a fallu que j'aille devant lui pour lui expliquer qu'il n'écraserait plus les pompiers et qu'il n'écraserait plus le Nashville Fire Department, eh ben je l'ai fait et je n'ai pas eu peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Richard Bellet, il a cédé au bout de 3 semaines et il a compris que l'État était plus fort que lui. Alors là où je veux en venir, c'est que ces gens-là, au fond, ils ont peur des gens les plus riches. Ils osent pas aller prendre de l'argent aux gens les plus riches parce qu'ils comprennent pas que quand on a 45 milliards sur son compte, c'est normal qu'on donne notre 3 à l'État. Ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas que dans une économie saine, c'est logique d'aller chercher de l'argent aux plus riches et de faire en sorte d'en prendre moins aux plus pauvres. Voilà, alors ça ils comprennent pas pour eux. C'est un monde qui est beaucoup lointain en fait, qui n'existe pas en Amérique. Bon, ben ils ont tout faux parce que malheureusement, c'est la majeure partie des pays dans le monde entier qui fonctionnent comme ça et qui arrivent à financer leur modèle social et j'en passe. Alors, bien évidemment, ils sont pas les seuls. Hein, les républicains, alors là, les républicains, on a le droit à du mensonge sur table, en veux-tu, en voilà, hein, c'est un grand buffet, hein, vous en prenez comme vous en voulez. Alors les républicains, on a l'exemple avec Monsieur Trump, hein, Monsieur Trump qui maintenant, parce qu'il manque d'argent, lance sa ligne de téléphone. Bon, bah, il s'avère que sa ligne de téléphone lancée n'a pas fait fureur chez les Américains. Au-delà de ça, Monsieur Trump, au bout de 3 mois de mandat, qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Trump? Il a toujours pas réglé la guerre en Ukraine, Monsieur Trump. Pourtant, il devait la régler en 24 heures, la guerre en Ukraine. Ah bah non, parce que Monsieur Trump, il se rend compte que les Russes, bah, ils sont un petit peu plus forts que lui. Bidon, la guerre. Il a pas été assez malin. Alors pourquoi? Parce que c'est très simple. Monsieur Trump, comme tous ses précédents gouverneurs républicains, tout comme les autres présidents républicains que nous avons eus, sont des gens qui ont peur.
qui ne savent pas s'imposer et qui laissent d'ailleurs le massacre en Palestine durer. Ils laissent le massacre en Palestine durer. Alors qu'ils pourraient simplement dire à Israël, vous arrêtez. Ils ne le font pas. Pour la simple et bonne raison que les républicains sont faibles. Ils sont faibles. Ils ne savent pas s'imposer. C'est vous les faibles. De la même manière que ils n'hésitent pas d'ailleurs à expliquer que les personnes homosexuelles, il faut les tuer. Voilà, ce sont les mots d'ailleurs employés par Monsieur Trump. Bon, vous savez ce que moi je leur dis à ces personnes-là? Je leur dis simplement qu'on est en 2025 et qu'il faut évoluer et qu'il faut arrêter de vivre en 95. Parce que même en 95 d'ailleurs, on ne demandait pas aux gens de tuer les homosexuels. Mais ainsi soit-il, c'est la logique des républicains, c'est la logique des conservateurs. Ah bon? Faites-en bas de la javel. Mais il y a même des homosexuels, il me semble, dans le parti républicain. Il y en a même énormément d'ailleurs dans le parti républicain. Et alors quoi, vous les tuez? Vous les tuez ces gens-là? Vous leur expliquez simplement que parce qu'ils aiment un homme, ils ne peuvent ni travailler ni vivre en Amérique? C'est ça la vision de l'Amérique qu'on a d'aujourd'hui? Eh ben j'en ai à vomir, et je vous le dis très sincèrement. Alors quand je vois des gens très honnêtes qui payent leurs taxes, qui payent leurs impôts, quoique je suis pas sûr que M. Hendrickson paye ses taxes, mais bon ça c'est un autre débat, eh ben je me demande simplement et je me dis mais les républicains au fond, d'abord pas voleurs, c'est un fait qu'ils soient voleurs. Alors en plus qu'ils soient menteurs, alors là c'est le comble. Vous associez voleur, menteur, on pourrait même dire que c'est de la paranoïa et que c'est maladif. On pourrait le dire. Mais bon, que voulez-vous? Au fond, ces gens-là, ils sont perdus. Ils sont perdus, ils ne savent pas pour qui voter, ils votent pour des gens qui n'ont jamais rien compris au fonctionnement d'un pays et ils continuent. Bon, est-ce que vous avez vu un changement dans votre vie depuis que M. Trump est élu? Bon, bah non. La réponse pour tout le monde, c'est non. Est-ce que vous êtes mieux payé depuis que M. Trump est élu? Non, vous n'êtes pas mieux payé. Est-ce que vous avez du changement positif dans votre vie? Eh bah non, la réponse est non. Et qu'est-ce que l'on voit en Californie? Bah on voit maintenant qu'on oppose les militaires aux citoyens. Voilà. Et c'est la vision qu'on a du monde d'aujourd'hui. Opposer les militaires qui n'ont rien demandé, par ailleurs. Eux, ils demandent simplement à vivre tranquillement dans leur caserne. Eh ben non, on leur demande d'aller taper les gens honnêtes, on leur demande d'aller taper les citoyens. Et si on demandait l'avis à la garde nationale, et notamment aux dirigeants qui dirigent la garde nationale de Californie, vous savez ce qu'ils vous répondent? Bah, je vais vous le dire, dans un article paru récemment, ils répondent très simplement qu'ils n'avaient pas envie d'y aller. Ils n'avaient pas envie d'être fédéralisés par M. Trump. Et tellement que c'était illégal ce qu'il a fait M. Trump, la Cour suprême a invalidé la mesure de M. Trump. C'est pour vous expliquer à tel point ces gens-là ne connaissent ni la loi. Bon, alors quand on sait que notre président il s'est amusé à aller frétiller avec des prostituées, vous comprenez déjà, avec la tromperie avec Mélania, et qu'il s'amuse à aller frétiller avec des prostituées, c'est pas très joli pour un président. En tout cas, c'est pas vraiment ce dont on aurait prévu pour un président de notre pays. Bon, je comprends que pour les républicains, aller voir ailleurs, c'est effectivement c'est dans les gènes. C'est la fidélité chez les républicains, c'est pas quelque chose qui dure. On l'a vu avec Monsieur Musk. Bon bah Monsieur Musk, au bout de 3 mois, il a décidé de partir parce qu'il en avait marre. Voilà, il a compris que Monsieur Trump, au final, au fond, c'était pas du tout un homme bon pour l'Amérique. Mais surtout parce qu'il change d'avis comme de chaussettes. C'est un fait. Il change d'avis comme de chaussettes. Alors un jour, il est contre la guerre, un jour il est pour la guerre. On sait pas trop. Il joue un petit peu avec les bombes, Monsieur Trump. Bon, mais quand Monsieur Trump il aura compris que l'économie américaine allait en train de mourir, clairement, elle est en train de mourir, il comprendra peut-être qu'aller faire joujou avec ses petits amis républicains dans des petits camps de milliardaires, ça n'avance pas la situation de l'Amérique. Et au contraire, elle plonge la situation de l'Amérique. Alors comme moi, qu'est-ce que nous on a fait en 3 mois? Parce que d'ailleurs ce qu'on a fait c'est historique comparé au précédent John Reynolds, Jim Brown et tout il tralala là, des républicains. C'est très simple, on a changé les salaires, on a arrêté la peine de mort parce que je considère que la peine de mort c'est un petit peu démodé en 2025, quand on veut que les gens payent, on les met en prison à vie, c'est aussi simple que ça. Et puis surtout on a arrêté les armes automatiques. Résultat, la criminalité divisée par 2. Voilà. Et puis vous irez demander au DCSO, ils sont quand même largement moins agressés qu'il y a 4 mois quand il y avait encore les armes automatiques. Bonjour qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, on a beau expliquer aux gens le bien et le mal. Parfois les gens choisissent le mal et ils se rendent compte après qu'il faut choisir le bien. On en a eu l'exemple avec John Reynolds. Les gens se sont rendus compte qu'ils ont choisi le mal et ils ont choisi le bien avec moi.
Et je suis d'ailleurs très fier d'avoir été le premier gouverneur du Tennessee musulman, parce que c'est pas une honte d'être musulman, hein, c'est au contraire une énorme fierté, parce que je change pas les mœurs, je ne change pas l'Amérique, je ne change pas le Tennessee. Je demande d'ailleurs aux gens de s'adapter à l'Amérique et au Tennessee tel qu'il est. Et bah oui, c'est une énorme fierté d'avoir pu prêter serment sur le livre, sur le Coran, lorsque j'ai été élu gouverneur. Bien sûr que c'est une énorme fierté, parce que je démontre aux gens qu'on peut avant tout passer la nationalité américaine avant d'être religieux. Alors, ça pourrait en fâcher plus d'un, hein, bien évidemment. Et je le redis, moi je suis beaucoup plus attaché au pays. Je suis né, dans lequel je vis, plutôt qu'à ma religion. C'est en tout cas l'idée que je me fais. Et je démontre aussi que, comparé aux préjugés que l'on pourrait avoir, non, les démocrates n'ont pas pour ambition de changer l'Amérique, d'enlever les traditions, c'est faux. C'est catégoriquement faux. Depuis que j'ai été élu gouverneur démocrate, vous n'avez absolument vu aucun changement dans nos traditions. Au contraire, j'ai donné plus de moyens à la police, aux pompiers, j'ai quand même, de manière assez radicale, rénové tous les bâtiments sociaux parce que c'était une nécessité. Quand vous voyez les bâtiments en Nashville dans lesquels vivent les familles, mais comment on peut caser des gosses de 3 ans dans des logements qui sont délabrés, qui sont à deux doigts de s'effondrer. C'est une honte. Je peux parler, monsieur ? Dans un état comme le nôtre, qui dépense plus de 63 milliards, c'est une honte. Je peux parler ? Parce que le speech, ça intéresse pas grand monde. Bien sûr que je vais vous laisser parler, et puis je vais vous répondre après, monsieur. Alors allez-y. Du coup, j'ai une question, monsieur. Moi, je pense qu'il y a tout le monde qui est d'accord avec moi, des personnes situées ici. C'est quand qu'on aura le droit de déclarer nos armes semi-automatiques dans cette ville extraordinaire ? Je me sens en danger souvent, et j'aimerais me défendre dans ma propriété, et j'aimerais déclarer mes armes afin d'être sécurisé, de ne pas faire arrêter pour un volant lourd en fait. Qui est-ce qui vous a dit qu'on ne pouvait pas, monsieur ? Bah, les agents de police, là par exemple, pas lui, mais je pense que la moitié du TCSO me disent qu'on n'a pas le droit de déclarer et qu'on se fait arrêter directement. Alors, ce sont les armes automatiques que vous n'avez pas le droit de déclarer. Les semi-automatiques, vous avez le droit, monsieur. Non, les armes. Ah non, je suis trompé, oui, les armes automatiques, ouais. C'est un autre débat. Je pense pas que ça soit nécessaire d'avoir une R15 dans son domicile pour se défendre. Vous savez, une arme semi-automatique fonctionne tout aussi bien, monsieur. Moi, si, monsieur, je vous explique, je suis, comment ça s'appelle, je suis technicien réseau et j'ai une propriété avec mes amis. Et moi, souvent, je constate des intrusions. Je vais pas non plus citer les personnes qui rentrent, mais la plupart du temps, c'est des noirs, quoi. Je suis pas non plus raciste. Et vous voyez ce gaillard qui vous protège là ou pas ? Vous voyez ce jeune homme qui vous protège ? Il est blanc. Oui, il est blanc, oui, je vois que je vois. Oui, non mais c'est pas ce dont je cherche à savoir, mais vous savez quoi, ça s'appelle la police, monsieur. Alors quand il y a un problème, bah, on appelle la police. Et c'est la police qui vient chez vous pour vous défendre. Ils prennent du temps à intervenir. Ils prennent du temps à intervenir. Mais non, monsieur, non, mais sortez pas la carte de y mettre du temps à intervenir parce qu'ils sont 45. Ils sont 45 et ils sont très rapides à intervenir, monsieur. Deux gros sacs qui sont rentrés chez... Ils ont pris 20 minutes à venir chez moi, 20 minutes. 20 minutes, 20 minutes. Vous mentez. Et puis vous savez quoi, vous mentez que c'est pas très respectueux pour la police parce qu'ils font très bien leur travail. Et j'ai bien plus confiance en eux qu'en une AR-15 moi, je n'ai pour pas vous confiance en défendre. eux, monsieur. Vous ne servez à rien, monsieur. Très bien. Bah, vous savez quoi, partez alors, monsieur. Oui. D'accord. Et vous me parlez des noirs comme si c'était des objets. Et vous savez quoi, partez, monsieur. Mais partez. L'Amérique, c'est les noirs et les blancs. Ça vous pose un problème, vous partez. Voilà. Vous allez l'accepter tel que je vous le dis, monsieur, parce que c'est la loi. Et si vous n'acceptez pas la loi, très bien, mais vous serez arrêté. C'est comme ça que ça fonctionne, monsieur. Dans tous les pays du monde, il y a la loi. Si vous voulez, oui, mais j'en suis très sûr. Okay. Si vous voulez discriminer les noirs et les blancs, mais faites-le, monsieur. C'est votre liberté. Faites-le. Et ça ne réglera jamais les problèmes dans notre pays. Et ce que vous faites, c'est tout simplement, encore une fois, opposer deux couleurs de peau. Et puis un jour, effectivement, vous vous réveillerez, et puis vous verrez dans votre jardin la personne que vous aurez discriminée parce qu'elle est noire venir vous agresser. Et puis là, vous vous direz, bah peut-être parce que je comprends que les noirs valent autant que les blancs. Ça s'arrêtera, monsieur. Peut-être qu'un jour, ça s'arrêtera. Et je l'espère. Je l'espère du plus profond de mon âme. Parce qu'un noir ne vaut pas plus qu'un blanc, autant qu'un blanc ne vaut pas plus qu'un noir, monsieur. Arrêtez de croire que les noirs sont des objets. Ne vaut rien dans cette population. Bah, dégagez d'ici. Dégagez de là. Vous ne valez rien, monsieur. Vous ne valez rien. Vous n'êtes pas américain. Dégagez. Ce n'est pas ça, l'Amérique, monsieur. L'Amérique, c'est pas ça. C'est ça la vision de ce qu'ont les républicains et de ce que montrent les républicains. Ils montent les gens contre tout le monde, contre les noirs, contre les blancs, contre les juifs, contre les musulmans. Ils montent les gens les uns contre les autres. Et après on s'étonne qu'il y a des problèmes. On s'en étonne. Eh ben vous savez quoi ?
Je suis bien content d'avoir ce petit gaillard derrière moi pour se présenter, être gouverneur et faire comprendre aux gens qu'on peut vivre en étant noir, en étant blanc, en étant juif, en étant catholique, en étant chrétien ou en étant musulman, parce que ça pose de problème à personne. Qu'est-ce qu'il a demandé, l'agent là-bas qui est de couleur noire? Qu'est-ce qu'il a demandé, lui? Il a rien demandé à personne. Il vous sert, il vous protège. Hein. Il vous protège. Eh ben non, on lui répond que c'est un sale noir. Voilà ce qu'on lui répond. Eh ben mon vieux, l'Amérique d'aujourd'hui, elle a quand même bien mal. Hein, Ouais, c'est ça, hein, les noirs sont toujours comme ça, monsieur, les noirs. Hein. C'est toujours irrespectueux, manque de respect. Oui, bah voyons, tiens donc. C'est ça, hein. Et puis, c'est sûr que les blancs, il n'y a jamais de problème avec les blancs, hein. Ah bah non, c'est sûr. Ah bah non. Les blancs, ça, jamais de problème. Ah oui, bah vous irez lire hein, la criminalité à Townsend. Bah elle est pas faite par les noirs, hein. Elle est faite majoritairement par les blancs. Mais bon, monsieur, pas discuter avec vous. Donc vous savez quoi, vous savez à quoi? Attends, vous avez fait quoi depuis que vous êtes gouverneur? Vous avez changé quoi dans ce... Vous avez écouté ce que j'ai dit d'économie. Si vous venez ici parce que vous êtes républicain, c'est très bien, j'en suis très ravi et je vais essayer de changer votre avis. J'ai augmenté votre salaire, monsieur. D'abord pour commencer, puis vous avez la sécurité sociale. Hein, mon salaire, mon salaire a été toujours augmenté, monsieur. Attendez, vous me posez une question, je vais terminer. Quand vous allez chez le docteur et que vous payez pas, bah, c'est grâce à moi. Grâce à moi, monsieur. Et quand il n'y avait pas monsieur Baker, gouverneur dans le Capitole du Tennessee, il n'y avait pas la sécurité sociale. Il n'y avait pas ça, monsieur. Quand il n'y avait pas d'ailleurs les démocrates non plus à la Maison Blanche, il n'y avait pas la sécurité sociale. Et d'ailleurs, monsieur Trump l'a retiré, la sécurité sociale. Et ce qui est alors très drôle, c'est qu'il décerne des médailles à des enfants handicapés, puis il leur explique après qu'ils ne peuvent pas être soignés à l'hôpital, parce que ça coûte trop cher. J'ai fait ça, monsieur. Ça vous pose un problème que j'ai fait ça? Tiens, je suis content que j'ai fait ça. Ouais, allez me choper, lui, là. Gros abruti de merde. C'est bon, alors voilà. Le guichet social avec les démocrates, messieurs. Oui. Donc, votez bien, parce qu'en votant bien, vous évitez les énergumènes comme ça, là, qui croient qu'ils sont tout permis et qu'ils ne respectent pas la loi, parce que l'Amérique, c'est avant tout les lois et avant tout la Constitution. Je m'en vais m'occuper de cet énergumène, vous me le permettez. Regardez, mais même le DC est sous républicain. Le DC est sous républicain. Voilà quel était le discours du gouverneur. Alors moi, je vais finir avec une fin, avec des gens qui ont potentiellement des questions. Sinon, je ferai donc la conclusion de ce meeting, de cette volonté démocrate, de cette discussion avec les membres démocrates. Si des gens ont des questions, ils se lèvent, posent la question, lèvent la main et me disent ce qu'ils ont à dire. Si personne n'a des questions, alors je vais donner la conclusion de ce meeting et de cette volonté. Oui, monsieur Casella, allez-y, dites-moi. Oui, monsieur Durand, je pense que ce serait opportun, comme vous êtes devant notre si belle gare de Townsend, que vous rappeliez quelques idées de votre programme pour les transports. Ça pourrait peut-être toucher certains habitants de cette ville qui se déplacent tous les jours avec nos transports. Alors, beaucoup d'habitants m'ont dit dans cette ville, pas non plus la TTE, qui est juste là, hein, d'ailleurs, la gare est juste à ma droite. On va juste attendre que les pompiers passent. La problématique de notre ville de Townsend, je parle, mais aussi la ville de Nashville, c'est que les transports en commun, ils sont payants. Vous allez me dire, quand quelqu'un va aller à la gare et qu'il voit que le transport coûte $25, il va dire, je préfère aller à pied. Et certaines personnes, d'ailleurs, comprendront que c'est peut-être plus évident d'aller à pied que d'aller prendre le train. Moi, je vous le dis, le Parti démocrate va donc rendre ça totalement gratuit. Voilà, les transports en commun ne seront plus payants, ils seront gratuits, les gens pourront aller prendre un ticket gratuit pour pouvoir aller prendre le train gratuit, pour se déplacer en train gratuit. Pourquoi c'est important de faire ça? Eh ben parce que le train il est important. C'est important parce que les gens n'ont pas de voiture. Parce que les gens n'ont pas, parce que les gens n'ont pas de voiture, car les gens n'ont pas forcément de voiture, n'ont pas forcément l'argent pour payer une moto, payer une voiture. Alors monsieur Hendrickson il dit que on va augmenter nos impôts ou quoi que ce soit. Alors non, monsieur Nixon, des abrogations, des abrogations de plans républicains seront faits pour faire en sorte d'augmenter le budget et financer des choses utiles. Voilà ce que le Parti républicain, le Parti radical, les partis libertariens veulent faire. Ces trois partis-là, ils veulent, c'est augmenter la sécurisation de l'immigration dans notre État. Je veux dire, certaines personnes vont dire, bah c'est logique. On doit contrôler l'immigration. Il ne faut pas non plus que tout le monde puisse venir dans l'État. Enfin, on doit accueillir tout le monde. Je suis d'accord avec vous. Mais je vais vous dire quelque chose. Voilà. Sauf que je vais vous dire quelque chose. L'immigration, c'est pas notre la contrôle. C'est pas notre État. C'est pas notre État qui la contrôle. C'est monsieur Trump. On ne peut rien faire sur l'immigration. C'est pas nous qui contrôlons l'immigration. On ne peut rien faire. Et qu'a fait le Parti républicain? Il a gaspillé des millions,
des millions et des millions de dollars sur une Alors ça, politique qui n'est même non, pas non, il y a quand même étatique, beaucoup qui est moins une de politique Mexicains, là, beaucoup moins de fédérale. Mexicains. Une politique fédérale. Je suis mexicain, monsieur Henriksen. D'une politique fédérale. bah ça, c'est- qui était c'est une pas politique normal. fédérale. Une politique fédérale qui n'est même pas du tout une politique étatique. C'est pas à nous de contrôler l'immigration. 150 On peut pas le faire. mandats, 150 On ne mandats peut à pas le faire. contre-immigration pour On ne Trump. peut pas le faire. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. C'est pas nous qui devons le faire, c'est monsieur Trump qui doit le faire. Et qu'est-ce que monsieur Trump y fait? Monsieur Trump applique donc sa politique d'immigration. Sa politique d'immigration qui détruit des familles entières. Vive la Allez voir en démocratie! Californie ce qui se passe. Allez voir ce qui se passe en Californie. Des gens se font matraquer parce qu'ils sont d'autres origines. Des gens se font frapper par la garde nationale que monsieur Newsom ne contrôle même Ah, plus. ça leur Parce que monsieur Trump a apprendra. pris le contrôle. Parce que monsieur Trump a pris le contrôle de la garde nationale. Alors que c'est pas à lui de la contrôler, c'est monsieur Newsom. D'ailleurs, Vive qui- le Parti démocrate! Ouais! Nous devons nous assurer, Hmm. de protéger cette volonté de notre État, de protéger notre État de monsieur Trump qui a totalement dérivé. Parce que moi j'ai connu deux monsieur Trump. Non, c'est le meilleur président, Le premier le monsieur meilleur. Trump le premier monsieur Trump qui s'est montré mauvais, totalement mauvais, mais qui était très différent du deuxième parce que le deuxième lui, il n'est pas mauvais, il est dangereux. Il est totalement dangereux pour notre État et pour notre pays. Voilà la différence entre le premier et le second Trump. Et oui, pour les transports en commun, les N'importe transports en commun quoi. sont gratuits parce que les transports en commun doivent être gratuits parce que tout le monde a envie de se déplacer, a envie de prendre le train sans que quelqu'un les embête. Donc tout le monde va prendre son ticket gratuit. Tout le monde va pouvoir monter dans un train avec un ticket gratuit et pouvoir partir avec son train et aller de station en station gratuitement à travers le Tennessee. Parce que le train, en plus d'être écologique, mais beaucoup plus écologique que les voitures, ça permet de faire travailler des gens. Ça permet de créer de l'emploi. Et ça permet de faire Ouais. des gens comme Monsieur Il y a autre Casella. chose qui Et doit être d'ailleurs, gratuit, les c'est membres- retour au pays pour membres les de la Mexicains et les racailles. les membres de les membres monsieur écoutez les membres de la TPE puissent avoir leur salaire, mais moi je veux répondre monsieur Henriksen, qu'est-ce que vous feriez sans ces Mexicains? Qu'est-ce que vous feriez? Ces Ils Mexicains nous ils volent travaillent. notre travail, les Mexicains. Le Mexicain dont vous parlez, il est avocat, il vous a défendu et il est en face de vous. Parce que j'ai pas eu le choix, Voilà ce que j'étais c'est un comme une Mexicain. office. Vous avez pas eu le choix, vous avez pas eu le choix, je vous ai protégé parce que c'est mon travail, parce que je me lève tous les matins pour protéger les gens comme vous, comme les gens qui font des J'aurais eu délits. le choix, D'accord. j'aurais pris un Américain 100%. D'accord, et je suis américain 100%, d'accord monsieur Henriksen, qu'est-ce que vous entendez par là? Ouais, Je suis ouais, autant ouais. américain que vous, monsieur Vous Henriksen. avez dit Je suis avoir autant des américain que origines vous. mexicaines. Et Non, vous non, avez non. pas d'origine vous? C'est C'est pas quoi vos possible. origines monsieur Henriksen? C'est quoi vos Je origines? suis américain, tout simplement. Vous avez des origines, monsieur. Vous savez pourquoi vous avez des origines, monsieur Nixon? Parce que les seuls Américains, les vrais Américains, c'est les Amérindiens, c'est ceux qui étaient nés ici et qui sont nés et qui étaient là bien avant nos ancêtres. D'accord? C'est eux les vrais Mes Américains, c'est ancêtres ni sont vous, américains ni plus moi. longtemps que vous, là. Vous êtes un faux Non, américain. non, Un faux. non, monsieur Nixon. Monsieur Nixon, ça sert à rien de rigoler. Parce que si vous êtes contre le Vous rêve êtes un américain, faux et américain. contre le fait que les origines puissent autant intégrer la société que nous, alors dans ce cas, je vous invite, comme votre collègue tout à l'heure, votre ami, de partir de ce meeting et d'aller voir les partis républicains qui ne fait rien pour vous. Parce que le parti républicain n'est même pas sorti C'est en les ville meilleurs, pour les discuter avec les républicains. gens. Il Vous faut avez déjà- remettre vous en avez place déjà les vu armes un- automatiques. Vous avez Il y déjà, en a vous marre avez de déjà voter vu un armes membre du Parti républicain automatiques. sur la route. Ça, vous allez faire quoi? Vous allez républicains sur la route. nous laisser Vous en avez quoi? vu Que zéro des parce qu'ils couteaux? sont jamais venus. On a avec des couteaux Vous les contre avez vous jamais après, vus c'est parce qu'ils ça? sont jamais venus. Non, non, pas du tout. Bon, enfin, monsieur Nixon, j'ai plus à vous Monsieur, parler. j'aurais Si une quelqu'un d'autre a question. On t'avoue. Allez-y. Qu'est-ce qui va se passer par rapport aux banques si le Parti démocrate est élu? Est-ce qu'il y aura des changements ou des choses comme ça? Est-ce que vous avez une question précise ou générale? Général. Précise ou- Qu'est-ce qui va se passer avec les banques et piloter l'économie dans ce cas? Ouais, plutôt par rapport à l'économie et tout Alors, ça. Est-ce que les taxes vont changer? Est-ce il qu'il faut va y avoir savoir- des choses qui vont changer? Il faut savoir que le Parti démocrate est un parti libéral. Alors pour les gens qui savent ce que c'est un parti libéral, les partis libéraux ce sont des Un partis parti qui sont de pour cons, l'économie ouais. de marché, qui sont pour la liberté de l'économie, qui sont pour la liberté du marché. Donc les banques seront privées, privées et les banques publiques seront publiques s'il faut qu'elles soient publiques. Là où je veux en venir, c'est que les banques déjà sont importantes pour les comptes en banque et notamment les investissements et notamment les investisseurs aussi qui travaillent dans les banques. Mais c'est une importance capitale pour l'économie de notre État, comme pour les politiques des autres pays. Vous savez, vous avez des pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, où les banques sont une centralité pour le bon fonctionnement de l'économie de l'État. Alors moi je le dis, il n'y a pas d'augmentation de taxes pour les banques, il n'y a pas d'optimisation de taxes pour les banques, mais il y a ce qu'on appelle le libéralisme. Ouais, Le c'est libéralisme ça, qui ouais. est l'économie de marché. C'est sûr, une fois C'est-à-dire élu, que ça va tout le augmenter monde- les taxes. Tout le C'est monde. sûr. Non, monsieur Nixon, parce qu'il y a un programme, donc on n'invente rien. Je vais pas mettre en place des Oui, choses que j'ai pas oui, écrites dans vous mon respectez programme. jamais vos programmes. Ensuite, ça doit être ça, monsieur Nixon. Bah, vous savez, c'est les républicains qui n'ont pas accepté leur programme parce qu'ils écrivent des choses et ils ne le respectent même pas. Et d'ailleurs, il faudra me dire si Madame Si, Reynolds si, elle a si. aussi écrit dans son programme qu'elle allait démissionner. Mais enfin, voilà, c'est là où je vous Oui, dis, mais monsieur, elle, c'est c'est une le grognasse. libéralisme. On n'est pas en C'est la politique du libéral. Oui, bah, elle est du parti républicain, donc bon. Le libéralisme, c'est la volonté de la liberté du marché, c'est tout le monde peut travailler comme il le souhaite. Les banques bah, ne changeront pas, c'est même la volonté même de l'économie de marché, de la liberté du marché. Donc non, il n'y aura pas d'augmentation de taxes, il n'y aura pas de baisse de taxes, la taxe sera toujours la même. Et puis voilà, monsieur.
Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question par rapport ou est-ce que je peux conclure le meeting et s'il n'y a pas d'autres questions? Si, moi j'ai bien une Alors, voilà, question. Allez-y, monsieur Nexon. Comment c'est que vous avez quitté le pays si vous êtes même pas 100% américain? Allez au D'accord, bon, Mexique! parfait. Dans ce cas, bah, je vous explique, monsieur Nexon, parce que mon père est américain, hein, parce que mon père est de la Nouvelle-Orléans, si jamais. Je sais pas si vous êtes au courant, mais bon, enfin bref. C'est ça, je vous ai entendu tout à l'heure. Je suis arrivé, vous avez dit avoir des origines mexicaines, on t'avoue. Oui, bah, c'est pas parce que ma mère est mexicaine, je suis pas américain, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Merci beaucoup. C'est moins américain Merci que beaucoup. moi. D'accord, Bouh. bravo. Ça doit être ça, monsieur Nexon, ça doit être ça, bravo. Voilà, ça, c'est le parti républicain qui dévise notre État. Tout ça parce que des personnes vivent entre elles. L'Amérique comprend les Américains. Pour que ces gens-là votent pour le parti républicain et votent pour monsieur Trump, d'accord? Parce que ces personnes-là ne comprennent pas qu'un État divisé, c'est un État qui ne fonctionne pas, c'est un État qui ne fonctionne Je suis plus, patriote, c'est un j'aime les État idées qui ne républicaines, je fonctionnera les défends. jamais. Moi aussi, je suis patriote, monsieur, vous inquiétez pas. Regardez, j'ai un drapeau du Tennessee juste en haut et un drapeau américain, si jamais. Je sais pas si vous êtes au courant, c'est du patriotisme, ça aussi, hein, pour information. Bon, enfin bon. Moi, je vous explique quelque chose. Il y a quelque chose en trop, c'est le logo des démocrates. Aujourd'hui, notre État souffre de quelque chose d'extrêmement grave. C'est l'attaque de monsieur Trump. L'attaque de monsieur Trump sur notre politique, sur la politique des États, sur la politique de notre pays. Nous ferons en sorte, tous les membres du Parti démocrate ainsi que le futur gouvernement, si le gouvernement est démocrate, le futur gouvernement est démocrate, si nous gagnons les élections, nous nous battrons pour que les gens puissent continuer à vivre dignement, qu'on puisse nous continuer et qu'on continuera toujours à vivre dignement et que tout le monde pourra vivre dignement. Voilà, merci beaucoup messieurs. Merci. Ouais, on veut vivre sans racailles, sans mexicains. En vous souhaitant une excellente soirée à vous tous et Bravo! une excellente campagne pour tout le monde. Merci Bravo! beaucoup. Vive le Parti démocrate! Merci d'avoir regardé les nouvelles du jour. Très belle fin de soirée et à bientôt.